Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'avoir choisi Canal Algérie. L'ensemble du staff de l'émission Ciné Thématique est ravi de vous retrouver exceptionnellement cette fois avec les équipes du Studio 1 pour un nouveau numéro de votre séance cinéma du jeudi soir sur Canal Algérie. Pour ce dernier jeudi de l'année, nous vous proposons une soirée court-métrage à travers le cinéma du réalisateur Anis Djaad, un cinéma à découvrir absolument sur notre chaîne exceptionnellement ce soir. Nous commencerons avec le hublot, puis avec le fameux passage à niveau et nous terminerons avec la sensibilité du voyage de Keltoum. Ne partez pas loin, restez branchés sur Canal Algérie avec les salutations du réalisateur Nabil Tribech et encore une fois le staff du Studio 1. Et oui, quand on parle de Anis Djaad est tout d'abord un journaliste et écrivain élevé dans le terreau de l'écriture, du cinéma et de la culture en général. Fils de l'iconoclaste, le regretté Abdelkrim Djaad, l'une des plus belles plumes dans le paysage journalistique algérien. Mais très tôt, Anis a réussi à voler de ses propres ailes. À travers ses écrits et son cinéma, il a pu nous transmettre avec, ou d'une manière particulière, et assez atypique, notre quotidien et les problèmes de notre société. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le programme de ce jeudi soir et on revient juste après. Bonjour mon Walid, je ne peux pas rester trop longtemps. Je dois prendre le bus pour me rendre. ايه نوليو لحكاية الشرطي نوليو واش راك طمع انت كاش قرايه كاش دبلومات كنت في لافير كيفاش؟ لازم قبل تلقى ستوديو يزدونا الحساب ما كاش حتى نجي لهنا باش نتزوجو صح ما خلصش الدنيا اخو الدنيا ما خلصتش حياتي اللي خلصت اسمح لي ما كاين غير هذا البحال اللي يخليك تقلع انا قلعنا بزاف ايه تحفوها لكم من برايا انا ساكن للداخل ماشي برا شوف شكون يقرا لك هاد المرة Vous allez devoir rester avec nous pour découvrir ces trois magnifiques courts-métrages avec des personnages attachants interprétés par Amin Mansour, Mehdi Ramdani, Rachid Ben Allal, Samir El-Hakim, Soria Bardadi, Tazaïrt Lounes. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir avec moi le réalisateur et l'auteur Anis Djaad juste après l'habituel jingle de l'émission. Anis Djaad, bonsoir. Bonsoir. On est un peu éloigné, mais ça va. Ouais, on arrive à se toucher la main. On arrive. Ça va? Ça va très, très bien. Bien installé? Très très bien. D'abord, on est content de vous recevoir sur le plateau de Ciné Thématique. Je sais que votre planning en ce moment est très très chargé par rapport à un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette nouvelle aventure cinématographique qui s'appelle Hadja? Et c'est votre premier long métrage? C'est mon premier long métrage justement. Oui. Et donc après les 3 cours, je me suis senti quand même assez à l'aise pour, du moins du côté mise en scène et direction d'acteur, pour pouvoir gérer ce projet
d'1h30, quoi. Oui. Est-ce que pour vous, les 3 courts-métrages ont été une sorte de... voilà, d'apprentissage, d'incursion déjà dans le monde du cinéma pour pouvoir maîtriser la mise en scène, la lumière, la direction d'acteurs, voilà, transmettre tout ce que vous écrivez? Donc, comme je suis issu de la presse écrite, Oui. j'ai fait quand même 16 ans de presse écrite, donc je me sentais obligé quand même de faire l'école. Donc 3 courts-métrages pour passer au long-métrage. Bon, ça va, ça a été de belles expériences. Oui. Et là, on attaque le long-métrage. Alors ce long-métrage, il est appuyé par le ministère de la Culture, il y a le FDATIC, il y a aussi le CADC. Les tournages vont commencer quand? On espère que ça sera pour le début mars. Voilà, donc ça va vite. Donc le casting est bouclé, les repérages sont bouclés. Donc... Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner une exclusivité par rapport aux comédiens qui vont y participer? Ouais, bon, on aura un rôle principal dans le rôle de Hajar, on aura Nadia Qassi, c'est ça? Oui. On aura aussi Abbas Zahmani, on aura Samir El-Hakim. Peut-être Hicham Sbah aussi. Hicham Sbah aussi, voilà. Voilà, ben, espérons que ça va bien se passer et nous avons hâte déjà à le découvrir ce long métrage, sachant que tout ce que vous faites en matière de cinéma a bien réussi, hein, il faut le dire. Oui, quand même, les films ont fait beaucoup de festivals, il y a eu quand même une certaine visibilité, vraiment au-delà de l'espérer, quoi. Mais pas que, puisqu'il y a eu aussi des distinctions, des prix. Oui. Par exemple, pour Passage à niveau, je crois qu'on a fait 31 participations, un truc comme ça. Oui. Pour le Wajh de Keltoum, ça a été aussi 25 ou 26 participations. En Inde en plus? Oui, en Inde, aux États-Unis. Vous êtes parti en Inde? Ah non. Moi, je voyage rarement. C'est vrai que vous ne supportez pas l'avion? Je ne supporte pas l'avion, je ne supporte pas la vie d'hôtel. Donc, je préfère rester chez moi. Vous savez... Quand j'ai suivi un petit peu votre filmographie, et par rapport à ce point bien précis, hein, celui des voyages, votre grand-père était un cheminot. C'était quelqu'un qui travaillait dans le chemin de fer. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que vous ne voyagez qu'à partir ou qu'à travers les trains? Oui, généralement c'est en train, ouais. Bon, pour les repérages, j'étais obligé de prendre la voiture, mais bon, ça c'était vraiment pénible. Ouais. C'est vrai que du côté de ma mère, je suis issu d'une famille de cheminots. Hein. Donc mon grand-père avec 5 ou 6 oncles qui étaient dans les chemins de fer. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours eu cette culture de train, je préfère. Anis, j'ai envie de vous poser une question très personnelle et directe. Quand on est l'enfant ou le fils d'un journaliste aussi connu que votre cher regretté papa, Allah yarhamou, Moussa Abdelkrim Djaad, une plume extraordinaire qui a toujours travaillé sur les portraits d'artistes, il a toujours voulu transmettre, il était dans la transmission. Est-ce que ça ne vous met pas directement sur cette rampe de lancement, c'est-à-dire vous êtes directement, naturellement, rapidement, logiquement mis dans le journalisme, l'écriture, ce rapport à la feuille, à l'écriture, à la surtout à la feuille blanche. À la transcription. Voilà, transcription. Ouais, non, moi j'ai commencé très très jeune à écrire. Et bon, bien sûr, quand on a un père aussi brillant, on a quand même envie de l'imiter, même si on n'arrive pas à l'égaler. Bon, ça c'est autre chose, mais bon. Moi j'ai quand même commencé très très tôt à écrire. Bon, j'ai commencé par quelques scénarios de courts-métrages, quelques-uns aboutis, d'autres non. Et puis je suis passé, j'ai tenté un peu l'écriture du long-métrage, ça a été très très difficile. Même si je ne me souviens plus, mais en 2006, un des scénarios il a été retenu par... L'odeur du violon, c'est ça? Ouais. Donc par un programme européen, je ne me souviens plus du nom de ce programme. Oui. Et voilà, ça a continué. Après, il y a eu un peu l'écriture romanesque, même si c'est pas vraiment de grands romans, quoi. Mais bon, je suis toujours resté dans cette optique d'écriture. Après, c'était la presse écrite, où j'ai passé 16 ou 17 ans à peu près. Oui. Ouais, surtout dans le grand reportage. Et après, j'ai eu l'opportunité il y a eu le concours national du scénario. Je crois que c'était en 2011. Voilà, donc j'ai présenté le scénario du Hublot, il a pris le premier prix. Et c'est comme ça. H30 aussi.
Ouais, ça c'était un peu plus tard. Et c'est comme ça, voilà, que je suis revenu au cinéma. Pourquoi revenir? Parce qu'en 96... Déjà, vous étiez stagiaire. Oui, j'étais stagiaire l'EMPA. à l'EMPA, quand elle existait encore, avant sa dissolution. Donc j'étais stagiaire à la réalisation sur le film de Blue France et France. Ouais, c'était un France et France, c'est ça. Ouais. Donc un très 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 beau film. Et bon, puis bon, la dissolution de l'UMPA, donc... Il y a eu rupture. Il y a eu rupture, ouais. Donc je me suis rabattu sur voilà, par opportunité vers le cinéma, même si j'adore ce monde-là. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué. On a fait petit à petit, voilà, court-métrage sur court-métrage. Anis, quand on vient du journalisme, c'est-à-dire quand on est quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait du grand reportage, qui est réellement... qui se frotte à sa société, c'est-à-dire qui monte dans les bus, qui sonde la température de sa société. Est-ce que c'est, selon vous, un point positif, c'est-à-dire c'est une valeur ajoutée à votre travail aujourd'hui en tant que scénariste? Parce qu'il y a des critiques tels que Ahmed Bdjaoui qui a caractérisé ou qui a émis une observation sur votre cinéma en disant Anis Djaad a des connaissances assez intéressantes sur ce qu'on appelle les capacités scénaristiques et cinématographiques, c'est-à-dire écrire bien et réaliser d'une manière très fidèle au scénario. Non, en fin de compte, l'écriture nous apporte tout le temps ce regard critique, mais bon, quand on fait de la presse écrite, bon, on doit informer le lecteur en fin de compte. Donc il n'y a pas cette capacité-là à vraiment détailler par l'image en fin de compte. Donc, mais bon, dans l'importance du grand reportage, c'est qu'on est vraiment projeté dans la société profonde. Oui. Je sillonnais les quatre coins du pays. Et donc, voilà, j'ai toujours eu ce regard, d'abord profond, mais surtout ce regard en image, en fin de compte. Même si c'est de la presse écrite, en fin de compte. Mais j'avais toujours en tête des images, en fin de compte. Et bien sûr, c'est-à-dire vous fabriquez vos propres images, quand vous écrivez, vous avez... Même quand j'étais dans la presse écrite, je travaille tout le temps en images. Donc, les reportages étaient plus... j'allais dire, romanesque, journalistique, en fin de compte. Parce qu'il y a toujours eu cet effet image dans ma tête, en fin de compte. Ouais, bon, là, maintenant, il faut le retranscrire sur du papier. Mais c'est vrai que le lien est vite fait entre l'imaginaire, en fin de compte, et l'écrit informatif, en fin de compte. Le Hublot, votre premier court-métrage, il a mûri, il a pris de l'âge. Il a été réalisé en 2012, aujourd'hui on est en 2018, mais quand on le regarde, quand on l'observe en 2018, quand on le lit ce film, parce que c'est un film à lire, on se rend compte qu'il est très contemporain par rapport à cette problématique de la jeunesse. Ça parle d'embauche, de chômage, de problématiques de solutions de vie, de cet exil, de vouloir quitter le pays. Aujourd'hui, on entend parler de ces haragas qui risquent leur vie quotidiennement à travers une traversée folle avec des barques légères, avec des embarcations de fortune. Est-ce que aujourd'hui vous prenez conscience réellement de votre travail qui est le Hublot? Est-ce que le Hublot reste toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'il parle encore à la société ou on est dans une sorte de stagnation qui dure? Non, donc je ne sais pas si cette idée de Hublot a vraiment mûri parce qu'on a quand même... il a été écrit en 2011 et il a été tourné en 2012, 2012, début 2012. Mais bon, là, bien sûr que la thématique est toujours d'actualité, et bon, davantage parce que maintenant on est arrivé carrément au drame, quoi. Ce qui s'est passé, ça fait 2 ou 3 jours sur les côtes oranaises, là, c'est vraiment dramatique. En plus, il y a eu des enfants de 2 ans. J'imagine que c'est pas le Hublot, c'est beaucoup plus dramatique. Mais c'est vrai que le Hublot a eu peut-être, même si c'était déjà d'actualité, mais bon, c'est pas très médiatisé. Mais le Hublot, c'est vrai que peut-être qu'il a eu l'intelligence et voilà de mettre ça en avant, mais sans le mettre comme ça, de manière brute en fin de compte.
C'était, voilà, parce que moi, l'histoire du hublot est très très simple. J'étais chez un ami dans un balcon, je voyais qu'il y avait une construction là qui s'élevait. Voilà, je me suis dit, bon, s'il y a deux jeunes, ils ont cet espace sur la mer, il va être bloqué. Voilà, ils vont faire quoi? Donc, on n'est pas sur une barque dans le hublot, quoi. Oui. Hein, on est sur du béton. Mais dans le hublot, on parle de... Oui, bien sûr. On parle aussi de la thématique, c'est ça. Hein, voilà, de quitter, de partir... En fin de compte, dans le hublot, il y a un contrepoids. Donc, le un qui veut vraiment fuir, et l'autre qui lui explique ailleurs, c'est pas plus vert qu'ici, en fin de compte. Hein. Donc, il y a ce contrepoids. Et bon, bien sûr que peut-être que la fin est dramatique. Oui. Parce qu'au lieu d'une noyade, c'est une chute libre d'un immeuble. Oui. Ça ressemble beaucoup, mais bon, ça se termine par un drame. Mais c'est vrai que la thématique était déjà abordée, bon, ça fait quelques années quand même. Effectivement. Vous avez travaillé avec deux comédiens. Il s'agit bien sûr de Amin Mansour et Mehdi Ramdani. C'était votre première expérience avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, à travers le hublot, les deux ont connu une carrière assez importante. Je veux dire, ils sont appelés dans des longs-métrages, ils tournent. Dernièrement, j'ai vu le film là où justement Mehdi Ramdani a interprété le premier rôle avec le réalisateur Kasha Tuita qui a participé dans le film Engagé. Qu'est-ce que ça vous a apporté réellement, personnellement, cette expérience du hublot? D'abord, j'imagine que c'était une pression pour vous le jour où vous l'avez montré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a apporté réellement ce film dans votre carrière cinématographique? Bon, un premier film, ça reste toujours gravé, quoi. Hein, c'est première expérience. Mais pour revenir vers les deux comédiens, il faut dire que je ne les ai pas lancés parce qu'ils ont participé d'abord au film d'Amis Diboumdine. Oui. C'était Alger demain, c'est ça. Voilà. Donc c'était leur deuxième expérience face caméra. Non, ça s'est très très bien passé. C'est des jeunes qu'ils en voulaient aussi. Hein. Ouais. Donc ils ont mis de manière très très significative et une belle présence dans le cinéma algérien. Oui. C'est la première fois qu'on va on va partager avec les téléspectateurs le hublot. Bien sûr, mis à part les différentes projections dans les salles de cinéma. Il a beaucoup voyagé, on a beaucoup entendu parler, mais aujourd'hui on va le découvrir. Et quand je parle de télé, je parle de ce moyen de transmission large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de Tamnaras, de Médéa, de Bourj-Bouari, de Steve, de l'Alma, ils vont découvrir le cinéma de Anis Djaad. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aujourd'hui comme une sorte d'une deuxième avant-première pour vos films? Quelle est la place que vous donnez aujourd'hui à la télé en l'absence des salles de cinéma en Algérie? Il n'y a pas tout le temps des projections. C'est la question qui revient tout le temps par rapport à cette fermeture de salles qui, espérant, va quand même va aboutir à une politique culturelle qui va libérer tout ça pour qu'on puisse renouer avec les salles obscures, que le public puisse revoir nos films. Mais c'est vrai que maintenant, c'est l'opportunité, la télé devient une opportunité, voilà, pour que le grand public puisse regarder maintenant des films, nos films. Oui. Parce que c'est quand même malheureux que tout public étranger puisse découvrir ces films et pas le public algérien. Donc voilà, moi je suis là, il faut un moyen pour que ces films soient vus, quoi. Oui, l'idéal serait qu'il y ait des salles et après, même s'il y a une reprise télé, c'est toujours bénéfique pour le public et pour le cinéma. Mais bon, maintenant, si l'opportunité est là, pourquoi pas? Le public a le droit, hein, c'est son argent, c'est l'argent du contribuable, voilà. Moi, j'ai pas fait des films pour les regarder dans mon salon. Voilà, donc aujourd'hui on les partage et on va partager, mesdames et messieurs, tout de suite. Hein, on va voir ensemble Le Hublot, donc sorti en 2012, et c'est un film
qui nous parle et c'est un film qui, voilà, vous allez voir juste après la diffusion, vous allez avoir d'autres idées sur le cinéma algérien, car il est prometteur avec des réalisateurs comme Anis Djaad. On se retrouve dans pratiquement 20 minutes et après, juste les 20 minutes, on va revenir pour parler de cette autre belle aventure, Passage à niveau. Mais voilà, Passage à niveau, c'est assez particulier aussi parce qu'il y a Rachid Ben Allel, il y a Samuel Hakim. D'abord, c'est des amis et vous les dirigez dans le cinéma. Et ils vous ont pratiquement offert tout leur savoir-faire et toute leur amabilité et leur gentillesse. En tout cas, juste pour dire que le cinéma est aussi une histoire d'amitié, d'amour et de fraternité. Voilà, je ne vais pas tarder. On lance tout de suite donc le hublot de Anis Djaad et on revient dans 20 minutes. Voilà, restez avec nous. جيت نوضني مع صباح ربيك ما دبرت لي خدمه. كان لقيتها الراحي قبل. واش ما بقاك طرف تاع البارح؟ مبشى دوروه نهبطو نضربو دار زهر. باش تخلصوه الصالير تاع يماك. فهم ديما شحال نجمعك تخلص مليح. اسمع يما خليها في بلاصتها. يما كيما يا خيط انا. مسكين انت يماك دكتور ديطا. تاع المحاجب ما على بالك. لا جوز ما كاشها. خرجت تتنفس. واش ما بقى شويه مقارن؟ جعت. ما عندكش نص ساعة من النط. كيفاش ما عندناش الضروه نجوعو تانيت؟ المنوض على 12 اللي ما عندكش الدروة. انت جاك على 6 تاع الصباح بوانتا والشونتي. ولينا حكايه الشونتي تانيت. ايه نوليو لحكاية الشونتي نوليو. واش راك طامع انت؟ كاش قرايه كاش دبلومات. قلت لك خلي لي الطاكسي. وكي يخلي لك الطاكسي باش رايح نعيشكم بلا الريتريت تاع الميزيريه. ياك هذا البرويطه اللي راهي مسلكتني. وين تحوسني نلقى خدمه؟ ما عنديش ميم با الدرهم باش التيكي تاع الطرولي. لو كان تحبس هاد الرش نتاع الدخان ومانيش عارف واش ثاني قادر تشري بابو. وجه الشر
واش بركت؟ مت يا الرب. بيان سور، ما عندك لا دخان لا مصر. انا بابا ماشي كلونديستان قاطع الغاشي في خرجه تاع الكباريات. تيماجيكو ما عندناش هاد لافي. ترانا ديجا رمينا رواحنا. نظن فيك اش خبار؟ وشي خسر في مارسيا بيان. ايه معليش، وانت في لافير كيفاش؟ لازم تبت تلقى استوديو يزدنا الحساب ما كاش حتى نجي لهنا باش نتزوجو. ترحتو صراحه. إلا حطك هادي غير بقى على خير على حياتك. خد بالك فرنسا سحارة يا أخي. شادة فيا. إن شاء الله ماشي يريح في الشبك، هذا ما كان يا أخي. يا هشام يا خويا حياتي في اللعب. انا الحانوت تاعي راهو في اللعب. ياك تفاهمنا تخلص لي راس الشهر ولا لا؟ مديش فيها كونفيونس هشام. وليد خلص دينك. صح يا هشام. صح هذا صفا. وش بيك مصفى تقول دخلتك الموت؟ الدين ماشي ساهل. اسمع مش وايد اللي حياكلك. كي تجيب عليك تديهم اورو خو. إيه كنسمع الناس هذولا محابين كاع يروحوا. لو كان عندي قرن نغلق هذا الحانوت. هشام وايد موشي خايل. ولو كان ما يخصك شو انا نعطيهم لك صافا. إما لا منا على 15 يوم طيح بيهم. ما تكسرش راسك. هاي افونسي نكمل. بوست 6 ما ديبلاسيش الكرسي ها. ما ديجا كونيكتي. كي تكونيكتا ما كلا تحكي على حياتك في لاسيتي. كونتيرو يدار. ورا هادي نكحلولها شويه. على بال انا. راك تشوف راني معاك. بالك عندها رونديفو. بالك عندها رونديفو. معطلنا حتى خوك الكبير. كان درت كيما خوك. تحل طاقات قابلك ديريكت. هذيك ما تقاعدش ما لاباش ما با تيكزيستي خو. ميساج. يو. Bonjour mon Walid. Je ne peux pas rester trop longtemps. Je dois prendre le bus pour me rendre
à l'école de formation. J'espère que tu vas bien. Gros bisous et à lundi. بالرومية تاعك هذه ما راكش رايح بعيد خو. بالله فرنسا ما يسحقوش القارين عندهم بالكيلو. على بالي بليك معمر علينا خويا زهير. كان جيت معمر تاع الصح كان راكم موتة ديجا. هادي العشرة اللي حاكمتني. صحابك بلي الشومة شروقات لنا يا اخو. وراسكم سرقوا خطفوا اجريسيو. ما سمعتش الاخرى. ولدو قريب يروح لفرنسا. وقتاش رايح؟ نلعب 15 يوم ان شاء الله. تديهم اورو خويا الزين. واش؟ واش؟ توني كافي؟ صار عليك خويا زهير يا. كي لحقنا ليها شوفوا منا على 15 يوم ما تحطوهمش. الله غنى بكم سطح. جامي نساو خيرك خويا زهير يا. صح انت رخيص. عجل الكمية وريتها له. ساعد صاحبك والو وا. ان شاء الله يبات يخايل بيها. شو يرحم بابك ما تهضرش هكذا على المرأة. المرأة كي تكون عندك. اسمح لي. كي تكون عندها. تيماجين كان جينا ساكنين في جوه مسيلة. مسيلة عندهم صحراء. صاحبك واش كاين مور الصحراء؟ كاين الصحراء. كان نقدر نمشي فوق الماء. وقع الكمية مواتة هذه. اسمح لي ما كاين غير هذا البحر اللي يخليك تقلع. انا قلعنا بزاف. قولي يغلق فمو اخي ما نحب تكسره له. يا مزاكية
واش كان ريح ما تعرض دوك يجيو يرفدونا. بس غير يزدك قطعنا النفس يا الرب. من على 3 سنين بالك ما نكونوش مباحيين. تراك تهضر هكا برسكو راك مقلع. شكون شاف؟ بالك انت يدك تخدم معاهم. سيبورتي موديا بصح ماشي مكتوب شينوي يا خو. من التما ربي يحلى. نبوجي سيبارة. هيا ومن بعد. راك دايرها يا خير. واش كاين تاني؟ راح تزوج مع وليد خالها زميقري. ما تزيد ليش؟ قربت الكلمة نورمال. هيا رحت مارسيل وجاو الديونات. بصح ما خلصش الدنيا اخو. الدنيا ما خلصتش. حياتي اللي خلصت. شنو رايحين نديرو كاين حنا هاد لافيو؟ بدلو سطح. هاي بارتو حبس. عدل الشيخ قال لك روح تعشى. اسمع كي نولي بدل لي فاتورة تاع الموتة هادي.
Si vous nous rejoignez à l'instant, donc nous sommes de retour dans l'émission Ciné Thématique, cette dernière de l'année, consacrée au court-métrage du réalisateur Anis Djaad. Donc au programme ce soir, le hublot, passage à niveau et le voyage de Keltoum. Nous étions en train de voir ensemble donc le hublot et je reviens à Anis Djaad. Voilà. C'est un magnifique film, il faut le dire. Hein. Je sais que c'est pas... Au public de le juger. Oui, je sais, c'est difficile de porter des jugements sur son travail. Mais en tout cas, c'est un film qui interpelle. Le message, c'est arrêter de faire des barrières aux jeunes. Ne gâchez pas la vision des jeunes. Ne mettez pas de barrières. Je pense que c'est un peu plus délicat que ça. C'est pas le fait de mettre des barrières. C'est le fait d'ouvrir des champs d'expression aux jeunes. Aujourd'hui, c'est ce qui manque, en fin de compte. Oui. C'est ça. C'est-à-dire... C'est pas des barrières qui ressembleraient à des frontières, en fin de compte. Non. Ça, c'est... Mais je pense qu'aujourd'hui, le champ d'expression doit être vraiment élargi pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse s'exprimer, vivre comme tout le monde, hein, comme toutes les jeunesses du monde, tranquillement. Et voilà, et surtout peut-être une plus libre circulation, parce que quand même c'est le voyage qui forge quand même cette jeunesse. Oui. Donc je pense que tout doit être ouvert, mais dans une manière quand même réfléchie, et voilà. Selon vous, aujourd'hui, le problème, il existe où? Il se situe où? C'est-à-dire que dans la politique culturelle, est-ce que les jeunes ne s'expriment? Vous parlez d'expression de la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes Algériens n'ont pas les espaces qu'il faut? Je ne sais pas si c'est un problème de politique culturelle. Bon, je ne suis pas un spécialiste de cette politique-là, mais je pense que les espaces manquent. Voilà, quand vous parlez d'espace, quand je parle d'espace, d'abord je parle de salle cinéma. Oui, encore une fois, c'est ça. Ça, c'est pas l'expression en elle-même, en fin de compte, mais c'est que cette jeunesse puisse, en fin de compte, emmagasiner des richesses intellectuelles, culturelles, justement, à travers l'écran, à travers le 4e art. Voilà, c'est ça, surtout à travers la lecture aussi. Oui. On voit qu'il n'y a pas assez de librairies, je parle que d'Alger, hein, parce que, bon, à l'extérieur, j'imagine qu'elles sont beaucoup plus réduites. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les librairies, il faut ouvrir partout des librairies, il faut ouvrir des... Je pense qu'il y a cette bibliothèque maintenant sur le contenu de ces bibliothèques. Je ne connais pas, je ne peux pas en parler parce que, voilà, hein, je ne sais pas, les contenus, leur richesse, leur diversité, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui d'autre, si ce n'est, voilà, vraiment multiplier les librairies, réduire le prix du livre, ouvrir les salles de cinéma, voilà. C'est-à-dire le savoir pour pallier à tous ces problèmes. Oui, bien sûr, c'est la clé des... Oui, quand je parle d'expression, c'est ça, il faut que cette jeunesse touche à tout, et surtout, il faut qu'elle... Voilà, bon, je sais que c'est compliqué pour le voyage, mais bon, c'est ce qui forge une jeunesse, c'est ce qui fait d'elle vraiment une jeunesse qui réfléchit, qui a cette possibilité d'analyser, sinon c'est pas possible, c'est vrai, on est dans la stagnation, quoi. Oui. Intellectuelle, hein. Là, on n'arrive pas à réfléchir, cette jeunesse n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas... Donc, je pense que, voilà. Il y a cette monotonie qui tue aussi, on parle de monotonie, et avec votre deuxième court-métrage, Passage à niveau, on vient progressivement vers votre monde, vers ce monde de solitude. Il y a beaucoup de froid, il y a beaucoup de solitude, encore une fois, et là, vous nous faites Passage à niveau, c'est l'histoire, bien sûr, de ce gardien de barrière, qui est en fin de carrière, hein, et qui est interprété par Rachid Ben Allel. Ce n'est pas un clin d'œil au travail de votre grand-père? Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs sur votre grand-père? Est-ce que vous avez été baigné dans cette complètement. Gare à Borj Bararij? À Borj Bararij, surtout, bon, on jouait au foot là-bas d'abord, et bon, moi j'étais tout le temps dans une locomotive, quoi. Dans un wagon? Non, le wagon, c'est clair, non, je parle de locomotive. C'est-à-dire là où on pilote le train. Oui, parce que tous mes 2 ou 3 de mes oncles, c'était des roulants, quoi, des mécaniciens roulants. Donc voilà, je touchais même
au frein. Non, carrément. Ah, oh, on jouait au foot sur le quai de gare, quoi. Quand il y avait encore la gare de Bordeaux-Barrich, avant qu'elle soit démolie. C'est vrai, malheureusement, elle est remplacée par un mur en béton. C'est un vrai désastre, parce que c'était une très très belle gare. Et donc, ça, voilà, et le passage à niveau, c'est un retour un peu vers cette enfance. Voilà, très très belle enfance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du personnage de Ben Allel, de Rachid, qui reçoit une lettre qui va changer toute sa vie. Mais justement, quelle est la place du temps qui passe dans votre écrit? Pourquoi on le sent? Pourquoi on sent toujours, quand on regarde par exemple la température de vos images, on sent ce froid, ce cinéma assez encore une fois, assez froid et solitaire? Oui, c'est vrai. Donc, avant de passer à ce que je fais généralement, donc pour revenir à Rachid Ben Allel, c'était l'un des auteurs d'un des lecteurs, pardon. Oui. Un des premiers lecteurs. Oui. Donc, au début, je n'ai pas pensé à lui. Et voilà, il a lu et il s'est vraiment intéressé à ce scénario. Et après, bon, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, pourquoi pas Rachid Ben Allel dans ce rôle-là. Tout le monde salue sa performance dans Passage à niveau. Oui. Il a été primé pour ça au Maroc. Oui, au Maroc, il a été primé meilleure interprétation masculine, et puis aussi de la réalisation. C'est un film qui a eu, qui a un succès franc, Passage à niveau. Donc, côté direction d'acteur, en fin de compte, j'allais dire, j'avais pas beaucoup à faire avec Rachid Ben Allel, c'est quand même un chef monteur. Quelqu'un qui connaît ce que c'est les angles, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est le cadre, quelqu'un... Oui, c'est vrai. Voilà, et en plus il montait en pellicule, hein. Je veux dire que c'est... D'ailleurs, la semaine dernière, il nous a fait un cours de montage dans les thématiques pour les vacances de l'inspecteur Tar, il nous a parlé de l'ellipse. Oui, c'est vrai. Et donc Rachid était vraiment dans son rôle, hein, du moins par rapport à sa capacité comme ça à se repérer dans un plateau de tournage. Oui. Et en plus, voilà, c'est aussi la sensibilité de Rachid. Hein. Moi, je le connais très très bien dans la vie. Et voilà, c'était le seul peut-être à incarner avec justesse le rôle du garde-barrière. Et puis il y a Samir El Hakim qui est un ami. Il y a aussi Samir El Hakim. Et Samir El Hakim, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien d'abord pour son jeu, parce que c'est quelqu'un qui joue très très juste, c'est quelqu'un qui écoute, voilà. Donc c'est vraiment pour moi un des meilleurs comédiens algériens, du moins de sa génération. Passage à niveau, c'est aussi un regard que vous portez sur l'intérieur du pays, tout ce qui se passe dans les villages, il ne se passe rien finalement. On attend ce fameux train et on sécurise et on attend le lendemain. Sans qu'il y ait des... Voilà, il n'y a pas de nouveauté, il y a toujours de la monotonie, on s'ennuie beaucoup et on doit vivre avec ça finalement. C'est ça que vous avez voulu traiter dans Passage à niveau, c'est ça l'idée de fond, c'est de montrer comment on peut être patient pendant trop longtemps. C'est d'abord une affaire de solitude. Voilà. Moi, j'ai toujours été proche de ces personnages, même quand je regarde un film. Je regarde tout le temps des films où les personnages sont vraiment assez solitaires, assez renfermés. Bon, peut-être que ça me ressemble effectivement, je voulais le dire, mais j'ai pas osé. Non, il faut le dire. Hein. Et donc, peut-être que ça me ressemble. Mais pour ce qui est de l'intérieur du pays, bon, là, on vient de boucler des repérages entre Mostaganem et presque Oujda, quoi. Oui. Et donc, c'était d'abord dans la presse écrite. Donc, je me suis toujours intéressé à ce qui se passait ailleurs. Voilà, moi, je suis plus paysan que citadin, peut-être. Et donc, voilà. Vous êtes né à Alger. Oui. Et donc, je m'intéresse à ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays. Et je pense, si je calcule comme ça en temps, je passe beaucoup de temps. Plus à l'intérieur qu'à Alger ou dans les grandes villes. Oui, je pense. Oui. Je pense, là, je viens de découvrir, non. Quand même, je suis passé 3 ou 4 fois par Mostaganem. Oui. Je pense que c'est la ville la plus paisible d'Algérie, d'ailleurs. Et voilà. Et je m'intéresse vraiment au comportement des gens, voilà, à tout ce qui se passe, voilà, au détail.
Voilà, j'ai cet œil observateur, mais bon, mais qui reste assez distant en fin de compte. Vous prenez le recul qu'il faut pour, pour voilà, montrer les personnages, pour pouvoir les montrer d'une manière détachée, j'allais dire, sans pour autant vous projeter dans les personnages, parce qu'il s'agit aussi de vous. Est-ce que dans les personnages que vous filmez, il y a toujours une part de Anis Djaad qui est... Je pense que pour tout, d'abord en écriture, je pense que pour tous les auteurs, ou tout, après pour l'image, tous les réalisateurs, je pense qu'il y a tout le temps cette part. Hein. Bon, on va pas se mentir, quoi. Quand on est solitaire, on l'est. Hein. Voilà, quand on n'est pas très sociable, on l'est aussi. Hein. Bon, mais comment vous parlez de solitude alors que votre vie est forcément dans le partage et dans le travail avec l'autre, dans le sens où vous travaillez certainement avec des équipes, vos textes, vous les expliquez à vos comédiens. Pour trouver des financements, il faut s'adresser aussi à des spécialistes des projets cinématographiques, on s'adresse aussi à des cinéastes qui sont à la tête du statique, on part dans des projections de films et on est obligé de côtoyer des gens. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ce que vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous disiez? Il n'y a pas de paradoxe, parce qu'en fin de compte, c'est le regard qui est solitaire. Ah oui. Voilà. D'accord, c'est quoi la différence? Expliquez-moi. Je regarde seul en fin de compte, mais je travaille très très bien en équipe. Hein. Ben oui. Ah, très très bien. Parce que moi, je préviens les téléspectateurs, Anis, c'est très sympathique et sociable. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter des heures et des heures. C'est le regard qui est solitaire en fin de compte. Je préfère regarder seul. Et après, retranscrire seul aussi, parce que souvent j'écris seul. Mais ouais, c'est ça, c'est plutôt le regard qui est solitaire. Oui. Mais après, bon, on se fend dans la masse, et voilà, hein. Mais c'est le regard. Effectivement. Eh bien, écoutez, on ne va pas tarder. Il faut juste dire que Passage à niveau comporte une lettre mystérieuse qui va changer encore une fois le quotidien morose de notre, bien sûr, vieil employé de la gare qui est un gardien justement de ce passage à niveau, gardien du train qui passe, qui sécurise la voie, hein, donc ferroviaire et tout. Et c'est Rachid Ben Ali qui interprète donc le rôle. Il faut dire aussi que... Pardon. Oui, je voulais dire que ce travail a remporté plusieurs prix, hein, donc Passage à niveau. Plusieurs participations. Mais en fin de compte, en plus de cette solitude de ce personnage, Passage à niveau raconte en fin de compte ce temps qui passe. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce temps qui passe. Donc comment on passe de l'ancien, de cette barrière, parce qu'on verra un peu plus loin que, voilà, que la modernité est aujourd'hui là. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle casse vraiment la vie de ces gens-là à travers la suppression, en fin de compte, d'anciens métiers comme ça. Donc c'est ce passage à cette modernité qui est raconté. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est un clin d'œil au travail de votre famille, de vos grands-parents plus précisément, et à cette gare de Borj Baïd qui a été détruite malheureusement. Et aujourd'hui, on assiste malheureusement à cette modernisation qui tue des métiers qui ont tout le temps existé. On n'a plus le métier de projectionniste, par exemple, dans le cinéma. On manipule plus les bobines 35 et 16 mm. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a cet assistanat du micro-ordinateur qui remplace ou qui remplacerait 40 voire 50 employés qui faisaient des petits métiers comme ça. Donc c'est passage. En plus, ces petits gens-là qui faisaient ces métiers-là, eux au moins avaient un regard en fin de compte artistique. Oui. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus en fin de compte. On manipule des machines. Oui. En tant que technicien, en fin de compte, sans plus. Sans ce regard artistique, même s'il doit être solitaire. C'est vrai, là, vous me rappelez ce qu'a dit Rachid Ben Ali la semaine dernière, avec un propos assez fort et grave, en disant je conseille les jeunes réalisateurs, ceux qui font ce métier artistique, de ne pas être les prisonniers de la technologie. Exactement. Parce qu'ils mettent beaucoup de temps à comprendre les boutons, leur fonctionnement, mais ils oublient l'essentiel, c'est la sensibilité d'un film, ce que dégage un personnage, l'émotion qu'on doit transmettre à ceux qui regardent l'œuvre. Donc si on passe par le hublot, au passage à niveau, le voyage de Kultoum, je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 travelling. Ouais. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc moi je travaille plus sur la direction d'acteurs. Je laisse les comédiens faire.
Donc maintenant l'histoire travelling qui veulent rien dire. Les drones qui volent haut dans le ciel. Mais bon, qui montrent rien du tout. Bon, ça c'est pas mon cinéma. Donc on a toujours un pied devant nous, quoi. Effectivement, Anis, c'est très agréable de partager avec vous cette émission. On va envoyer bien sûr Passage à niveau, deuxième court-métrage de la soirée, à découvrir absolument encore une fois. Mais moi, mon préféré, c'est Le Voyage de Kulthum, parce que je l'ai vu récemment et c'est un film qui me parle et certainement il va vous parler, car ça parle de nostalgie, ça parle de cet amour du retour au pays de naissance, au pays des parents, au pays des racines. Voilà, donc je vous laisse avec Passage à niveau. C'est le deuxième court-métrage de Anis Jaad, sorti en 2014, j'espère que je ne me trompe pas, 2012, 2014 et 2016. Il a toujours 2 années d'intervalle, Anis Jaad, pour faire un film. Si on pouvait faire plus vite, ça serait bien. Et si on compte bien sûr le long-métrage, 2018, si on commence au mois de janvier, on va le compter en 2018. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, donc on envoie. Nabil Tribèche, merci de nous faire diffuser, hein, si j'ose dire, Passage à niveau, et on revient dans pratiquement 26 à 28 minutes pour le dernier film, donc Le Voyage de Kulthum. On y va.